Aux nombreuses informations qui ont circulé sur les médias sociaux au lendemain de l'attaque terroriste au point triple le 8 janvier 2025, l'état-major général a décidé d'échanger avec les médias. C'est ainsi qu'une rencontre d'échange entre les deux parties s'est tenue vendredi 24 janvier 2025. Objectif, expliquer aux journalistes comment la riposte a été menée le 8 janvier dernier contre les assaillants et surtout insister sur la responsabilité du journaliste dans le traitement de l'information liée au terrorisme. Les assises qui ont eu lieu sous la forme d'une causerie débat ont permis à l'état-major général de donner les vraies informations sur ce qui s'est passé le 8 janvier 2025 au point triple. Contrairement à ce qui a été abondamment relayé sur les réseaux sociaux, c'est la riposte qui a permis de mettre en déroute l'ennemi, et ce, en moins d'une heure. L'attaque n'a pas connu plus d'une heure avant la riposte. Ça, je vous le dis. Si vous voulez une vidéo que je peux vous montrer, et vous allez voir que c'est une vidéo prise en plein jour par nos hélicoptères et dans la riposte. Et c'est grâce à cette riposte-là que justement l'ennemi a pu déguerpir. Et dans cette riposte-là, nous avons pu en anéantir un certain nombre. Et cette riposte a obligé même mes équipages à faire de manière inédite des opérations de déploiement de renforts sur une zone qui, a priori, n'est pas sécurisée. Et ces équipages sont des gens qui ont fait preuve de bravoure, puisque déployer du renfort dans une zone où vous n'avez pas la sécurité, c'est quand même fort. Et on a déployé des gens dans cette zone-là, en plein jour, moins d'une heure après l'attaque. Donc, ce qui se raconte, c'est de l'incongruité pure. Et pour ceux qui ont laissé entendre que la prise en charge sanitaire du personnel militaire est complètement laissée pour compte, l'état-major général s'inscrit en faux. Les soldats au front ont un bon traitement, parfois le meilleur, selon les urgences, et la protection individuelle sur le terrain est bien garantie. La santé du personnel au front, c'est échelonné. Il y a la santé individuelle, la prise en charge individuelle, qui est constituée des kits donnés à chaque militaire pour pouvoir se soigner. Après, au niveau de l'individu, il y a le niveau de la compagnie. La compagnie, c'est une unité d'au moins une centaine de personnes. Et là, il y a un centre de santé qui est géré par un infirmier. Et après ce niveau, il y a le niveau bataillon ou groupement tactique interarmé. Et à ce niveau, nous avons les hôpitaux de niveau 1 qui sont gérés par des médecins. Et ceux-là, après analyse des pathologies, arrivent à référer nos soldats au front vers les hôpitaux de niveau 2, de niveau 3 ou de niveau 4, qui sont, par exemple, l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta, le CHUD du Borgou, l'hôpital d'instruction des armées de Parakou et le CNHU, le centre médico-social de Cotonou. Donc, quand on voit toute cette chaîne-là, on se rend compte que la prise en charge de santé du militaire au front ne se limite pas au paracétamol, comme on a pu bien le dire dans la presse. Après, il y a la protection individuelle. Aujourd'hui, tout soldat a son casque et son gilet. C'est ça qui détermine sa posture pour pouvoir travailler au front. Et en plus de ça, il a son arme. Il n'y a pas ce soldat qu'on envoie au front sans lui donner cette protection. Au vu des efforts déployés sur le terrain par les soldats, ceux du gouvernement pour améliorer les conditions de travail et de vie des forces de défense et de sécurité, et considérant aussi la sensibilité des questions de sécurité nationale, l'état-major général en appelle à la responsabilité sociale du journaliste dans le traitement de l'information liée au terrorisme. Il sera appuyé par le réseau des journalistes africains, spécialistes des questions de défense et de sécurité, et celui des journalistes communicants de l'Afrique de l'Ouest, spécialisés des questions de défense, qui renverront les journalistes aux dispositions de l'article 2 du Code de l'information et de la communication. Livrer une information qui ne sert à personne serait suicidaire. Lorsque vous parlez de sport,
celui qui aime le sport s'intéresse. Quand vous parlez de la jeunesse, vous savez que votre cible, c'est la jeunesse. Mais quand il s'agit de questions de défense, de sécurité, surtout la situation que nous vivons aujourd'hui avec le terrorisme, il faut savoir que lorsque vous pensez que vous avez une cible, vous en avez au moins 4. Si ce sont les béninois qui vous intéressent et vous voulez leur communiquer les résultats d'une situation de crise, il faut savoir que si vous dites, par exemple, je prends un cas très simple, nos soldats ont couché tous les terroristes qui sont venus les attaquer. Vous balancez l'information avec vidéo, image, vous savez ce que ça veut dire. Les Béninois seront contents. Les soldats seront contents de ce que vous avez montré, ce qu'ils savent faire. Mais ceux dont on a tué les ennemis là, le lendemain, ils vont s'armer pour dire, ils ont tué nos frères, non? On va les attaquer aussi. À cause de la délicatesse du sujet, on prend beaucoup de gants avant de terminer. Et même quand on a l'information, on fait le tri à son niveau. Est-ce que ce que j'ai comme information, est-ce que c'est utile pour la livrer? Quand ce n'est pas utile, on peut s'abstenir, même quand elle est... La solution militaire contre le terrorisme n'est pas le seul angle de traitement des informations liées au phénomène du moment. La sensibilisation préventive et l'occupation des jeunes dans les localités en proie au phénomène sont également des angles à considérer. Il ne s'agit donc pas de faire de la rétention d'informations, mais plutôt d'être professionnel en évitant la psychose. Nous devons réussir dans la prévention de ce fléau qui ne fait que commencer chez nous. La presse a une énorme responsabilité dans la prévention. Déjà dans nos médias traditionnels, ensuite dans les médias sociaux. Mais si nous nous contentons de relayer des images où on montre qu'on a pris un militaire, qu'on est en train de l'interroger et nous sommes contents de l'envoyer dans les différents groupes, demain, quel autre militaire acceptera d'aller au front? S'il voit que si quelque chose lui arrive, ses compatriotes pour qui il donne sa vie le prennent en dérision. Nous avons une responsabilité, celle vraiment d'attirer l'attention de nos compatriotes, de sensibiliser dans la prévention. On peut faire la prévention de l'extrémisme violent du terrorisme par la presse. Et de la même façon, la presse peut être utilisée pour des actions offensives accompagnées, enfin, parallèlement aux actions cinétiques citées par le colonel tout à l'heure. Donc quand il s'agit d'un ennemi commun, sans foi ni loi, les journalistes doivent aussi faire un front commun. Si on était en insécurité, si on était envahi, on n'aurait pas le temps de faire ce que nous sommes en train de faire là maintenant. Donc vous avez un très grand rôle à jouer. Et la prévention à laquelle je vous invite, c'est celle qui commence d'abord par votre formation. Le devoir de compétence, comme l'a dit le chose pour vous permettre de vous professionnaliser. Vous professionnaliser et savoir traiter l'information en matière de sécurité, l'information en matière de terrorisme. Il faut communiquer, d'accord, mais il ne faut pas communiquer pour paniquer les gens, pour jeter la psychose sur les gens. On retiendra à la sortie de cette causerie que le terrain est tenu par des hommes complètement engagés pour la cause et pour maintenir le moral de la troupe bien haut, les médias et surtout les journalistes ont un rôle à jouer. Il y va de la sécurité de tous. Avant cette causerie débat, c'est la HAC, Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, qui a suspendu plusieurs organes de presse et médias en ligne pour diffusion d'informations mensongères, allégations sans fondement, violation des articles 2 et 6 du Code de déontologie et de l'éthique dans les médias. Constantine Tandé pour Le Point. Au bout de 6 longs mois d'observation, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, cette mandature, a enfin décidé d'exercer une de ses prérogatives principales constitutionnelles, qui est la défense de la liberté de presse. Cette défense de la liberté de presse, elle se fait parfois contre les pouvoirs publics et quelquefois contre ceux qui ne veulent pas respecter les textes pris par le législateur pour jouir de cette liberté.
C'est ainsi qu'ont été suspendus plusieurs sites internet et organes de presse ce 21 janvier 2025 par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC. Le premier organe sanctionné sur la liste est le journal Le Patriote et son site internet pirate. Vu le rapport du 21 janvier 2025 relatif aux plaintes et autosaisines contre certains organes de presse, sites internet non autorisés et réseaux sociaux TikTok diffusant des contenus médiatiques. Considérant que, dans sa parution numéro 57 du lundi 23 décembre 2024, il est écrit en substance dans un article de réaction au discours sur l'état de la nation en parlant du président de la République, un président qui affirme en public le pouvoir ne retournera plus jamais au Nord. Considérant par ailleurs que, dans sa parution numéro 60 du lundi 13 janvier 2025, il affirme dans l'éditorial du jour à propos de l'attaque terroriste qui a endeuillé le pays le mercredi 8 janvier 2025 que soit le commandement militaire était en fait à Ouida et a banalisé l'attaque ou carrément les terroristes bénéficient de complicité au sein de la hiérarchie militaire. Considérant que, saisi par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication pour apporter les preuves de ces allégations, le directeur de publication du journal n'a pas pu le faire et s'est lancé dans les digressions confondant la liberté de commentaire et la sacralité des faits. Considérant que le journal Le Patriote, enregistré comme un hebdomadaire, non seulement passe en bi-hebdomadaire sans les formalités requises, mais également paraît illégalement en ligne. Considérant la gravité des faits et la récurrence de telles publications, la plénière, après en avoir délibéré, décide. Article 1er. Le journal Le Patriote est suspendu jusqu'à nouvel ordre, ainsi que son site pirate. Allégation mensongère, c'est ce qui est reproché au quotidien Audace Info, qui est en deuxième position sur la liste. Considérant que la façon régulière, les écrits du quotidien L'Audace Info contiennent des allégations mensongères qui discréditent des personnes visées et portent atteinte à leur honneur et à leur considération. Considérant que le directeur de publication du quotidien L'Audace Info n'a pas daigné comparaître devant la commission de la carte de presse, de l'éthique et de déontologie, CCPED en vue de l'instruction des dossiers malgré les notifications et les relances à lui faites, que ces comportements frisent la défiance vis-à-vis de la RAC. Considérant que les rapports de suivi déontologique corroborés par les nombreuses plaintes adressées à la RAC ainsi qu'à l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias depuis des années caractérisent le quotidien L'Audace Info et ses responsables comme des récidivistes. La plénière, après en avoir délibéré, décide. Article 1er. Le quotidien L'Audace Info est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Article 2. La carte de presse de M. Romuald Alengo, directeur de publication et promoteur du quotidien L'Audace Info, est retirée. Il ne doit plus se prévaloir de sa qualité de journaliste sous peine de subir la rigueur de la loi. Les sites internet et médias en ligne n'ont pas échappé à cette même sanction. Décision numéro 25-007/HAC du 21 janvier 2025 portant suspension des sites internet non autorisés diffusant des contenus médiatiques dénommés Reporter Média Monde, Crystal News, Le Pharaon et le média social TikTok dénommé Madame Actu. La Haute Autorité de la Communication, vu la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019, vu la loi 2022-13 du 5 juillet 2022 portant loi organique sur la Haute Autorité de la Communication, vu la loi numéro 2014-22 du 30 septembre 2014 relative à la radiodiffusion numérique en République du Bénin, vu la loi numéro 2015-07 du 20 mars 2015 portant Code de l'information et de la communication en République du Bénin, vu la loi numéro 2017-20 du 20 avril 2018 portant Code numérique en République du Bénin, vu le décret numéro 2024-1011 du 3 juillet 2024 portant nomination des membres de la
autour de la communication, 7e mandature, vu le règlement intérieur de la HAC en date du 6 juillet 2005, vu le code de déontologie de la presse béninoise du 24 septembre 1999, vu le rapport adopté le 21 janvier 2025 relatif aux plaintes et autosaisines contre certains organes de presse, sites internet non autorisés et médias sociaux TikTok, diffusant des contenus médiatiques, considérant que la HAC a constaté au cours de sa veille déontologique que des contenus médiatiques sont abondamment diffusés sur les sites internet non autorisés dénommés Reporter Média Monde, Crystal News, Les Pharaons et le média social TikTok dénommé Madame Actu, et ont fait l'objet de nombreuses plaintes, considérant que les contenus diffusés contiennent des allégations sans fondement, violant ainsi la disposition des articles 2 et 6 du Code déontologique de la presse béninoise, considérant que ces sites internet diffusent des contenus médiatiques sans autorisation préalable de la HAC, et ce, en violation des dispositions de l'article 252 du Code de l'information et de la communication, considérant que les responsables des sites internet non autorisés dénommés Reporter Média Monde, Crystal News, Les Pharaons et le média social TikTok dénommé Madame Actu ont violé les dispositions de l'article 252 du Code de l'information et de la communication ainsi que celle de la loi sur la radiodiffusion numérique. Considérant la gravité des faits, la plénière, après en avoir délibéré, décide, article 1er, les sites internet non autorisés dénommés Reporter Média Monde, Crystal News, Les Pharaons et le média social TikTok dénommé Madame Actu sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Article 2. Les responsables des sites internet non autorisés dénommés Reporter Média Monde, Crystal News, Les Pharaons et le média social TikTok dénommé Madame Actu sont mis en demeure de régulariser leur situation en se conformant aux tests en vigueur en matière de presse et de communication en Louis du Bénin. En cas de non-respect de cette décision, les responsables de ces organes suspendus s'exposeront aux sanctions prévues par les tests en vigueur. De commencer. Et nous avons l'intention d'être un peu plus réguliers, parce que nous sommes dans une année, il faut oser le dire, déjà électorale. Et avec les défis qui sont les nôtres aussi bien dans une partie de cette transformation du pays, nous n'avons pas l'intention de flancher. Notre main ne tremblera pas. Et comme je l'ai dit, j'avais dit que nous allons ramener l'église au milieu du village, mais un ami bien avisé m'a dit que peut-être il va falloir que je parle plutôt pour que tout le monde me comprenne que nous allons mettre le legba au milieu du village. Pendant ce temps, à la Criette, l'audience de jugement dans la procédure du ministère public contre Olivier Bokor, Osvaldo Meki et 4 autres prévenus a démarré mardi 21 janvier 2025. Mais après l'ouverture du procès, les avocats de la défense ont décidé de se retirer du dossier. Ils contestent en effet la composition de la Cour qui, selon eux, devrait compter 5 membres, dont un juge et 4 assesseurs, et non 3 membres. Ils ont à cet effet soulevé une exception sur la composition de la Cour. Après le rejet de leur exception et information que leur requête sera ajoutée au fond du dossier, ils se sont déconstitués un à un et s'en expliquent. Ce matin, nous avons décidé de nous déconstituer. Nous ne pouvons pas continuer à avaliser une procédure qui manifestement ne rassure pas. Notre présence, c'est cautionner une procédure qui finalement ne donnera que des résultats, même si c'est des condamnations, mais des condamnations totalement contre l'équité. Après en avoir discuté avec les clients, nous avons décidé que si procès il doit avoir dans des conditions que je viens de vous décrire, il ne sert à rien d'apporter notre onction. Et c'est ce qui nous a contraints à la déconstitution. La présidente qui préside la Cour, nous lui avions, dans une démarche de courtoisie, demandé une suspension pour faire observer au procureur spécial nos appréhensions par rapport à sa partialité ou à son impartialité. Et donc, nous avons démontré avec des faits qui existent et qu'elle connaît, qu'elle n'était pas dans la sérénité requise pour pouvoir garantir aux personnes poursuivies, tout au moins, le droit à un procès équitable du fait des liens qu'elle établit avec l'une des parties au procès. Et nous avions espéré que ces éléments-là, qui sont des choses élémentaires en matière de procédure et en matière de procès équitable,
devait être suivi. Toutes les limites ont été franchies en matière de respect des droits fondamentaux. La défense a pris ses responsabilités. Si on veut que nous revenions, il faut rétablir la procédure dans la régularité, dans l'équité. Nous sommes prêts à revenir. Nous ne sommes pas rassurés, ça il faut le dire. Nous n'avons jamais d'abord été rassurés. Et ce matin, nous ne sommes pas non plus rassurés. Ce n'est pas un abandon. Être là, c'est valider une condamnation injuste. Ce n'est pas abandonner. Rien ne presse dans ce dossier. Dans un dossier où les gens encourent jusqu'à 20 années de détention criminelle, on ne peut ne pas respecter tout au moins les règles de procédure. La loi impose que lorsque vous poursuivez quelqu'un en matière criminelle, sa défense par un avocat est un impératif. Le ministère public, face à cette nouvelle évidence, a cru devoir solliciter une suspension et donc ils vont essayer certainement de régulariser sur ce volet-là. Et la réaction du procureur spécial de la Criette ne s'est pas fait attendre. À travers un communiqué en date du 21 janvier 2025, Mario Metonou a expliqué pourquoi la Cour est composée de 3 membres et non 5. Selon les clarifications de Mario Metonou, la composition de la juridiction telle que voulue par les avocats de la défense ne s'applique pas à la Criette. En effet, l'article 254 nouveau du Code de procédure pénale stipule que le tribunal de première instance statuant en matière criminelle est composé d'un président et de 4 assesseurs, alors que la composition de jugement comportait un président et 2 juges. Or, poursuit le communiqué du magistrat, cette disposition du Code de procédure pénale de 2012, telle que modifiée le 18 mai 2018, ne s'applique pas à la Criette, car à cette loi générale, le législateur a substitué une loi spéciale plus récente. Il s'agit de la loi 2020-07 du 17 février 2020 relative à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, qui dispose en son article 6 nouveau que la chambre de jugement siège en fonction collégiale composée d'un juge président et de 2 assesseurs. Ainsi, depuis le 17 février 2020, poursuit Mario Metonou dans ses explications, le nombre de magistrats devant siéger pour chaque audience correctionnelle ou criminelle à la Criette a été réduit de 5 à 3. C'est en application de cette disposition légale que la Criette a tenu toutes ses audiences criminelles au cours des 5 dernières années. Ce moyen étant joint au fond, les avocats des accusés ont sollicité une suspension pour demander le déport du juge président en raison de craintes d'impartialité qu'ils disent nourrir à son égard, explique ensuite le communiqué. À la reprise, les mêmes conseils ont annoncé leur déconstitution des intérêts de leurs clients. Les accusés appelés à la barre ont tous affirmé que ces déconstitutions ont été faites avec leur accord. Cette stratégie de la défense, selon la note, s'inscrit dans la logique de multiplication des incidents pour éviter à tout prix le débat public sur le fond du dossier, discréditer la justice et entraver le déroulement du procès. La justice ne saurait se soumettre à des chantages ni au détournement de ses règles, met en garde le procureur spécial de la Criette. L'audience prévue pour reprendre ce mercredi 22 janvier 2025, à peine ouverte, a été renvoyée au jeudi 23 janvier 2025 pour constitution des avocats commis d'office qui vont désormais assurer la défense des mises en cause. Jeudi 23 janvier 2025, après la vérification des présences, les juges ont toujours constaté l'absence des avocats de la défense qui se sont déconstitués le 21 janvier 2025. Face à cette situation, les accusés et leurs co-accusés ont plaidé pour qu'on leur donne du temps afin de constituer une nouvelle défense. À la question de savoir le temps qu'il leur faudra pour constituer cette nouvelle défense, Olivier Boko a suggéré une quinzaine de jours. Après une suspension d'un peu plus d'1 heure, la Cour est allée dans le sens de la proposition du ministère public pour qui 5 jours suffiront pour s'offrir les services de nouveaux avocats. En conséquence, l'audience a été renvoyée au 28 janvier 2025. Rappelons que les accusés doivent répondre devant la chambre de jugement statuant en matière criminelle des infractions de complot contre la sûreté de l'État, corruption d'agents publics national, faux et usage de faux. À l'Assemblée nationale, les députés se sont retrouvés en plénière mercredi 22 janvier 2025 et ont adopté la loi portant organisation de la concurrence au Bénin. Démarré la veille, l'examen de la loi est allé très vite
le mercredi. Le test sera ensuite adopté à l'arrivée. La nouvelle loi vient abroger après sa mise en vigueur la loi numéro 2016-25 du 4 novembre 2016 portant organisation de la concurrence en République du Bénin, d'application jusqu'ici. Elle vient surtout corriger les faiblesses relevées dans la mise en œuvre de la loi de 2016 en matière de concurrence. Nafissatou Hassani pour les détails. Les députés à l'Assemblée nationale se sont réunis mardi dernier en séance plénière. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour. Par 85 voix pour, 1 contre et 0 abstention, Serge Bruno Biawo-Louolé Odobourou est élu pour siéger au Conseil économique et social CES département des Collines en remplacement de Romaric Ogoualé. Nous pouvons voter alors la procédure telle que proposée par la Commission. 1. C'est dire que c'est le bloc républicain qui désigne le remplaçant. 2. Le vote à scrutin secret tel que décrit par la Commission. 4 décrets portant autorisation de divers accords ont été examinés. Ces accords sont relatifs aux prêts et aux financements internationaux visant à soutenir les secteurs économiques et agricoles du pays. Il s'agit de le projet d'augmentation du capital de la BOAD, le programme d'appui à la gouvernance économique et au développement du secteur privé pour l'économie béninoise en général et la production agro-industrielle en particulier, le projet PDIAD BMVO, projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché. Le projet de loi portant organisation de la concurrence en République du Bénin a été également analysé. Vous avez saisi, comme l'avait dit la commission du plan de l'équipement et de la production, quant au fond, celle des lois de l'administration et des droits de l'homme pour avis, à l'effet d'examiner le projet de loi portant organisation de la concurrence en République du Bénin, introduit par le gouvernement. À tour de rôle, plusieurs députés ont défendu le projet. Après l'application pendant près de 18 ans de la loi portant organisation de la concurrence au Bénin, nous avons noté beaucoup d'insuffisances. Mais avec l'évolution rapide des marchés et l'apparition de nouvelles dynamiques, il était impératif que nous nous adaptions et que nous adaptions notre cadre législatif pour refléter ces changements et garantir une concurrence saine et équitable dans notre pays. Cette loi vient à point nommé pour pouvoir encadrer et remettre au goût des normes internationales telles que cela est pratiqué partout ailleurs dans le monde, la concurrence dans notre pays. Depuis quelques années, nous assistons à une transformation structurelle de notre économie. Nous voyons également la politique d'investissement massif que le gouvernement a entrepris. Nous constatons également plusieurs mesures qui sont prises pour inciter l'investissement étranger. Et dans ce cadre, il est normal que notre cadre juridique en matière de concurrence soit revu pour s'adapter afin de rassurer les investisseurs. Le projet de loi portant organisation de la concurrence en République du Bénin est une initiative essentielle qui renforce le cadre juridique de la concurrence dans notre pays. L'une des retombées les plus positives est l'amélioration de l'environnement économique. Cette législation encourage l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, stimulant ainsi l'innovation et la compétitivité, tout en permettant aux entreprises locales de se développer, de créer des emplois et de renforcer leur contribution au PIB national. En adoptant ce projet de loi, le Bénin s'engage vers un avenir où l'économie se développe de manière totalement inclusive et durable. Le gouvernement s'est donc engagé pleinement à promouvoir la croissance économique et le développement durable en mettant l'accent sur les infrastructures agricoles et la gouvernance économique à travers ces différentes ratifications. Cette plénière a mis fin aux travaux de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale pour le compte de l'année 2024. Comme à leur habitude, les députés du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau, face à la presse, ont fait le point de leur contribution aux travaux de cette session. Mais avant, les parlementaires ont exprimé toute leur fierté aux forces de défense et de sécurité qui sont au front et tiennent les frontières béninoises. Avant tout propos, je m'en voudrais de ne pas saluer la bravoure des forces de défense et de sécurité de notre pays et honorer la mémoire des vaillants soldats tombés au champ d'honneur le mercredi 8 janvier dernier suite à l'attaque des terroristes dans la zone des 3 frontières du pacte W.
Le groupe parlementaire UP Le Renouveau, par ma voix, exprime une fois encore toute sa compassion à l'endroit des familles touchées. Cet événement malheureux qui devrait amener toute la classe politique à resserrer les rangs pour consolider l'unité nationale a plutôt fait l'objet d'une exploitation malheureuse par l'opposition au régime du président Patrice Talon à des fins de récupération politique. Conformément aux dispositions des articles 87 de la Constitution et 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la deuxième session ordinaire de l'année 2024 a été ouverte le jeudi 24 octobre 2024. Au cours des 6 sessions plénières tenues, l'Assemblée nationale a voté 4 lois. La première loi, c'est la loi numéro 2024-33 portant règlement définitif du budget de l'État pour la gestion 2022. La deuxième loi que nous avons votée, c'est la loi 2024-34 portant loi de finances pour la gestion 2025. L'Assemblée nationale a également étudié 4 décrets d'accord de prêt et de financement. Avant de terminer mes propos, je voudrais féliciter le gouvernement qui a donné une autre dimension à l'organisation de Vodou-Dey et qui en a fait un pilier de développement. Tout ceci a été possible grâce au vote de la loi 2024-32 du 2 septembre 2024 fixant la fête annuelle des régions traditionnelles en République de Bénin qui consacre désormais plusieurs jours aux manifestations de Vodou-Dey. Au vu de tout ce qui précède, le groupe parlementaire UP Le Renouveau se réjouit d'avoir accompli ses missions constitutionnelles. Nous sommes fiers d'accompagner le gouvernement dans ces chantiers de développement entrepris depuis 2016 et sommes prêts à maintenir le cap jusqu'au terme de notre mandat. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement cette semaine a annoncé l'adoption du décret portant organisation du travail pénitentiaire. Les détails avec Wilfried Léandre Oubedji, secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement. Le Code de procédure pénale prévoit l'organisation du travail au profit des personnes détenues et le rend obligatoire pour les personnes condamnées. Le présent décret qui en détermine les modalités vise à traduire dans la réalité la vocation corrective de l'emprisonnement en ce qu'il permet de créer dans l'univers carcéral une possibilité d'exercer des activités de production de biens et de services sans occulter le volet formation et ce, en adéquation avec les normes internationales établies en la matière. Ainsi, grâce à diverses occupations, les détenus seront à l'abri de l'oisiveté et seront moins enclins à la tentation de récidive une fois libérés. Les expériences observées prouvent à suffisance que les aptitudes acquises en exerçant ces travaux constituent le fondement d'une réinsertion socio-professionnelle réussie, compte non tenu du fait que la rémunération qu'ils peuvent percevoir favorise la satisfaction de leurs besoins essentiels. Le texte énonce par ailleurs les conditions d'accès au travail, les types d'activités à exercer, les modalités d'exécution et de rémunération du travail accompli, les droits et les obligations des détenus travailleurs. Il en est de même des obligations des entités agréées à l'organisation du travail au profit des personnes détenues, des partenariats et du financement des activités du travail pénitentiaire. Une décision salutaire qui permettra une bonne réinsertion socio-professionnelle des détenus, ont réagi quelques citoyens cette semaine. Le consultant politique Agapit Napoléon Maforican, lui, parlera de décisions qui humanisent les détenus. Les prisonniers qui sont dans les prisons, on va les forcer à faire un travail, à apprendre un métier. Je ne dirais pas que c'est mal. De nos jours maintenant, on cherche à apprendre un métier, on cherche à savoir faire quelque chose parce que nous constatons que c'est le savoir-faire qui nous rapporte encore plus dans ce monde. Donc moi, je ne trouve pas que c'est une mauvaise décision. Ça pourra aussi les permettre, une fois sortis de la prison, de ne plus se lancer dans des activités qui ne les favorisent pas, dans les activités qui les conduisent à la prison. Donc ça va les empêcher tout ça. Comme ça, ils pourront trouver de l'argent, gagner de l'argent sain et fonder leur foyer puis mener une bonne vie. Je crois que c'est mieux que les autres travaux comme le vol, le braquage et autres.
Ça va diminuer le nombre de vols, de bandits, tout ceci. Par exemple, le prisonnier, il a fait des années en prison et il a sa famille qui doit nourrir. Et il y a aussi certains dont leurs familles viennent les rendre visite pour leur apporter à manger ou bien pour venir les voir. Donc, si ils exercent maintenant le métier dans les prisons maintenant et ils ressortent là même là, ils auront encore la main pour ne pas encore paraître trop comme cela. Bon. Moi, je pense que c'est une bonne décision aussi. Ça peut aider. Nos prochains qui sont là-bas, ils ont laissé derrière toute une famille. Et après tout, on a besoin des efforts pour pouvoir nourrir la famille après. Puisque beaucoup d'entre eux, ils ont abandonné leur travail. Beaucoup ont perdu leur boulot pour ça après leur retour. Donc, moi, j'ai trouvé que c'est une chance qu'on les a donnée. C'est une seconde chance qu'on les a donnée. Donc, si ils peuvent prendre bien soin de ça, ce serait une bonne chose quand même. Ils vont profiter de cette occasion pour apprendre un de plus. Et en plus, à la sortie, ce qu'ils ont appris là-bas, moi, je crois que ça va beaucoup les aider dans la vie active, ça va beaucoup les aider à s'insérer professionnellement, à s'adapter à de nouvelles données. Par exemple, si c'est un cas de vol qui a amené la personne là-bas, le métier qu'il a appris là-bas, à la sortie, une fois à la sortie, peut désormais le permettre de laisser l'ancienne habitude et de s'adapter maintenant à une nouvelle habitude facilement. Une fois là-bas, si la personne apprend déjà à faire quelque chose, je crois qu'il y aura moins de soucis et il peut se distraire avec ça, il peut avoir encore beaucoup plus d'expérience là-bas. Donc moi, je vois que c'est déjà une très bonne décision. Ce n'est pas anodin, c'était déjà prévu dans la modernisation de notre système judiciaire. Ce n'est pas une décision anodine, c'est une décision pensée et insérée dans une loi, le Code de procédure pénale, et maintenant mise en œuvre par un décret d'application. C'est-à-dire que tous ceux qui doivent y penser, travailler en amont, ont travaillé, sortir des documents en aval, ont fait. Et la finalité aujourd'hui, in fine, on a une décision, on a un décret. Il va falloir attendre d'avoir le document, le décret, pour aller peut-être plus loin. Mais aujourd'hui, on peut dire, le Bénin satisfait une norme internationale en matière donc, de droit des détenus, c'est intéressant, c'est important. Ensuite, le Bénin humanise la vie des détenus. Cette décision humanise la vie des détenus. Ensuite, ça permet également de décongestionner, tout au moins en journée, et de les aérer aussi, de les oxygéner aussi. Et puis, on les sort de l'oisiveté. Et ça leur permet de se sentir utile à la nation et non relégués à la poubelle un peu de l'histoire. Oui, c'est heureux que le gouvernement ait donné une suite et une vie à cette initiative, à cette idée. C'est une très belle idée. Et je fais partie de ceux qui pensent que la prison est un très mauvais endroit. Pour un homme, d'abord, ça le déstabilise. Même un délinquant, même un criminel de haut rang, c'est pas ce qu'il faut souhaiter. C'est avilissant la prison. Mais il faut bien quand même canaliser ce type de situation. Donc, humaniser la prison, c'est ce qu'il faut. Et cette décision vise vraiment à humaniser la vie carcérale. Franchement, moi je trouve que c'est une très belle décision. Au cours de ce conclave hebdomadaire, les membres du gouvernement ont également homologué les conditions de commercialisation 2024-2025 de noix de cajou. Au cours de la dite campagne, qui se déroulera du 30 janvier au 31 mai 2025, les acteurs de la filière mettront sur le marché une production de 225 000 tonnes de noix de cajou contre 201 000 tonnes la campagne précédente. Réunis au sein de leur interprofession, ceux-ci se sont accordés sur un prix de vente de 375 francs CFA le kilogramme, dont 5 francs CFA par kilogramme au titre des fonctions critiques. Le Conseil a donc homologué les conditions retenues pour le déroulement de la campagne. Il invite par la même occasion toutes les composantes de l'interprofession cajou à s'investir dans sa réussite, puis à œuvrer dans le sens de l'amélioration constante de la production nationale. Les ministres chargés de l'industrie et du commerce, ainsi que de l'agriculture,
sont instruits de les accompagner dans cette dynamique. Un recrutement de 172 fonctionnaires de l'État au profit du ministère de l'Économie et des Finances au titre de l'année 2025 est aussi annoncé. Les agents à recruter sont appelés à servir au niveau de la chaîne centrale des dépenses publiques. Ils seront répartis à raison de 40 au profit de la Direction générale du budget, 55 à déployer au niveau de la Direction nationale du contrôle financier, 37 pour la Direction nationale du contrôle des marchés publics et 40 au titre de la Direction générale du matériel et de la logistique. Ce recrutement permettra de combler le déficit lié au départ à la retraite et d'insuffler une nouvelle dynamique dans la prise en charge des attributions relevant de l'administration des finances. Avant de procéder à des nominations au ministère de la Défense et à celui de l'Agriculture, le chef de l'État avec son gouvernement ont marqué leur accord pour la réalisation des études techniques, socio-économiques, financières et environnementales pour l'aménagement de périmètres hydro-agricoles. L'objectif visé par les présentes études est de mettre en valeur l'important potentiel de notre agriculture en la rendant moins dépendante des aléas climatiques. Il s'agit d'exploiter au mieux les réservoirs hydro-agricoles naturels qu'offrent les fleuves et vallées, les autres cours d'eau et leurs affluents, de même que les vastes domaines inondables. À terme, la culture irriguée sera privilégiée pour le développement et la promotion d'un certain nombre de filières phares, comme le riz et les produits maraîchers. Ces études portent d'une part sur une superficie nette de 6 437 hectares, dont 2 937 disponibles dans les communes de Malanville et de Materi, et d'autre part sur 3 500 hectares répartis dans les communes de Pomassé, Wenhi, Semekpoji et Bonou. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche est instruit de veiller à la conclusion des contrats avec les partenaires retenus, tout en veillant à la bonne exécution des missions par la Société béninoise des aménagements agricoles. Intéressons-nous à présent à nos plateaux de la semaine, spécialement le Forum politique. Ce mercredi 22 janvier 2025, les invités ont débattu de l'héritage de l'histoire du Bénin à laisser à la postérité, notamment les dates les plus importantes à célébrer et le sacrifice des martyrs. Compte rendu. Sur le plateau du Forum politique de ce 22 janvier, les invités ont mis en avant l'importance de préserver l'histoire des événements marquants tels que ceux du 16 janvier 1977 et du 8 janvier 2025 afin que ces dates ne s'oublient. À cet effet, la question de la mémoire collective a été évoquée par le consultant politique et le socio-anthropologue. Ils estiment que les générations futures ont le devoir de connaître l'histoire. Des Béninois sont tombés parce qu'ils défendaient la patrie. Ils sont tombés sur le champ d'honneur, comme on le dit, qu'importe le régime. Et les différentes histoires qui ont jalonné ces moments sont célébrées parce qu'il faut garder la génération qui suit doit comprendre ce qui s'est passé pour éviter les erreurs du passé et bâtir la nouvelle corde au bout d'ancienne. Par rapport à la mémoire collective, je pense qu'on a failli à la conférence nationale en évacuant les dates les plus importantes de l'époque. Les trois glorieuses, vous demandez ça aux jeunes générations qui ne connaissent pas. Et pourtant, il faut en parler pour que les gens décèlent le bon du mauvais. La question qui se pose aujourd'hui est, sont-ils martyrs de la révolution? Sont-ils martyrs de la patrie? Ne sont-ils que des gens tombés simplement? Heureusement, il y a une réhabilitation sous le régime Kérékou. Le 16 janvier 1977 n'est qu'un aspect. Et si la place des martyrs était restée, il aurait pu demeurer la place de tous nos martyrs, tomber sur le champ d'honneur. Il faut vraiment créer cet environnement, il faut spiritualiser, je veux dire, la mémoire collective. Ceux qui se donnent vie, leur honneur, leur pouvoir pour défendre la nation a l'obligation de trouver quelque chose de symbolique qui permette de dire qu'à chaque fois, nous n'allons jamais vous oublier par rapport à ce que vous avez fait pour la nation. Donc, dans notre mémoire collective, nous devons poser des actes qui nous permettent de démontrer, parce que après eux, il y a d'autres qui viennent. Il y a des jeunes qui entrent dans l'armée et qui, malgré le risque, malgré la difficulté, se lancent dedans. La manière dont
notre mémoire collective se rappelle de ceux qui sont tombés pour la République. C'est ça qui devait donner courage aux jeunes qui sont derrière de dire « Ah bon ben si il y a cette reconnaissance, nous aussi on a envie de rentrer dedans » et c'est comme ça que notre armée marche. Tout en revenant sur le concept de la mémoire collective, l'aspect en gouvernance, met l'accent sur le respect des symboles et invite à la mobilisation générale au moment de commémorer des moments marquants de l'histoire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, pour se ressaisir. Quand on a le drapeau de notre pays en train d'être monté, on doit s'arrêter. Je ne comprends pas que les gens continuent de rouler autour de la place des martyrs et j'en passe. On n'a rien fait pour associer. Et ne serait-ce que pour ceux qui étaient par là, à tout le moins, je me demande combien ont compris ce qui se passait. Et donc, on ne peut pas continuer de jouer avec les symboles, avec notre mémoire de cette manière-là. C'était d'une irresponsabilité assez importante. Et les pouvoirs politiques qui commandent les militaires ont le devoir d'être présents. Il n'y a pas à avoir peur d'être traités de nostalgiques de la Révolution ou que sais-je encore. Ceux qui sont tombés le 16 janvier, Dieu seul sait s'ils étaient pour le régime en place. Et autant de fois que nous aurons ce type d'occasion, il faut trouver le moyen d'associer l'ensemble de la nation. Selon les invités, pour préserver la mémoire collective, les lieux et dates doivent être retenus et représentés. On pourrait faire ce qu'on appelle la tombe du soldat inconnu. Ça peut être symbolique. C'est-à-dire que à chaque fois, à des moments donnés où nous avons des célébrations, on peut toujours utiliser la tombe du soldat inconnu qui va symboliser alors tous ces soldats qui meurent pour la patrie. Et à chaque fois que les forces de défense sont allées défendre notre pays contre des incursions ou qu'ils tombent en mission, parce que même si c'est à l'extérieur, c'est pour représenter l'État, c'est pour représenter notre nation qui sont partis. Pas que autour des soldats, c'est autour des forces de la défense, le rôle de l'armée. On a eu 2 dates. Il y a le 26 octobre, moi je le dis toujours, Force des forces armées populaires. Il y a le 16 janvier 1917. On choisit une date entre les deux et on dit, on consacre aux soldats inconnus ou aux forces de défense nationale. C'est-à-dire qu'on ne cristallise pas ça sur un événement précis. Dans les casernes, sur les lieux où les gens sont tombés, il faut ériger autant de lieux de souvenirs pour montrer que le sacrifice qu'on aura à faire à l'occasion ne sera pas vain. Les invités ont poursuivi le débat en appelant les citoyens au patriotisme. Et on termine avec le discours inaugural de Donald Trump, investi 47e président des États-Unis d'Amérique. L'âge d'or de l'Amérique commence maintenant. C'est par ces mots que le nouveau président des États-Unis investi a commencé son discours. À partir de ce jour, notre pays sera prospère, sera à nouveau respecté partout dans le monde. Nous ferons l'envie de toutes les nations et nous ne permettrons pas que l'on profite de nous davantage. Le 47e président des États-Unis, âgé de 78 ans, a promis d'élargir les prérogatives de l'exécutif, d'expulser des millions d'immigrés, de se venger de ceux perçus comme ses ennemis politiques et de transformer le rôle des États-Unis dans l'arène diplomatique. Devant une assemblée de partisans et de dignitaires, le président républicain a fait l'article d'une bordée de décrets qu'il va signer dans la journée. Dans son viseur, l'immigration clandestine, les politiques progressistes concernant le genre et la race, ainsi que la politique pro-environnementale du gouvernement sortant. Un état d'urgence à la frontière avec le Mexique va être proclamé afin de mobiliser l'armée, a fait savoir le nouveau président. L'unité revient en Amérique avec la confiance et la fierté comme jamais auparavant. Aujourd'hui, je vais signer une série de décrets historiques. Par ces actions, nous allons commencer la restauration complète de l'Amérique et la révolution du bon sens, car il ne s'agit que de bon sens. Tout d'abord, je déclarerai un état d'urgence national à la frontière sud. Les entrées illégales s'arrêteront immédiatement et nous allons renvoyer des étrangers
illégaux, criminels, là d'où ils viennent. Nous aurons une politique selon laquelle les Mexicains doivent rester au Mexique. Et il faudra mettre un terme à l'invasion désastreuse de notre pays à la frontière sud. Parmi les décrets que je vais signer aujourd'hui, il y aura également une désignation des cartels comme organisation terroriste étrangère. Donald Trump a également juré de reprendre le contrôle du canal de Panama, promettant de faire en sorte que les États-Unis soient à nouveau respectés dans le monde et mettant en avant une politique étrangère axée sur l'Amérique d'abord. Après que les États-Unis aient dépensé plus d'argent qu'ils n'avaient jamais dépensé auparavant un projet et que 38 000 personnes soient mortes en construisant le canal de Panama, nous avons été très maltraités suite à ce cadeau idiot qui n'aurait jamais dû être fait et les promesses du Panama n'ont pas été tenues. L'esprit du traité a été violé. Les navires américains doivent payer des frais énormes, ne sont pas traités équitablement. Je pense en particulier à la marine des États-Unis. La Chine utilise le canal de Panama alors que nous ne l'avions pas donné à la Chine. Nous l'avions donné au Panama et nous le reprenons. Lui qui avait promis de mettre fin au délit transgenre va aussi ordonner de reconnaître l'existence de seulement 2 sexes par l'État fédéral. Nous allons forger une société basée sur le mérite et qui ne tiendra pas compte de la couleur. Désormais, ce sera la politique officielle du gouvernement des États-Unis. Il n'existe que 2 genres, masculin et féminin. Après des années et des années d'efforts fédéraux illégaux et inconstitutionnels pour limiter la liberté d'expression, je signerai un décret qui mettra un terme immédiatement à toute censure gouvernementale et qui rétablira la liberté de parole en Amérique. Autre promesse de campagne, le républicain veut décréter un état d'urgence énergétique pour doper la production américaine d'hydrocarbures. Un ton sobre, un discours radical, des mesures drastiques, arrêter les guerres, restaurer la souveraineté, la sécurité, l'Amérique qui sera de nouveau respectée. Donald Trump a fait beaucoup de promesses.